Bienvenue dans School TV Le Mag. Chaque semaine, nous mettons en lumière des initiatives, qu'elles soient locales, régionales ou nationales, qui façonnent l'avenir de l'éducation. Voici le sommaire. Les sciences faites pour les garçons et pas pour les filles, c'est un mythe, bien sûr. Mais d'où vient ce stéréotype qui a la peau dure? Pour en parler, je suis accompagnée de deux invités qui œuvrent au quotidien pour déconstruire ces idées reçues. Quels sont les obstacles qui empêchent les filles de choisir des filières scientifiques? Est-ce seulement une question de représentation ou d'autres facteurs sont-ils en jeu? Nous aborderons entre autres le rôle de l'école. Et on parlera concret avec des initiatives qui visent à encourager les filles dans les matières scientifiques et ce, dès le plus jeune âge. Comment transformer les mentalités, accompagner les enseignants et les parents et inscrire ces actions durablement. Élément de réponse dans cette émission. Et par Skype avec moi, il y a Mohamed Nassiri. Bonjour Mohamed. Bonjour. Mohamed, vous êtes agrégé de mathématiques, professeur de mathématiques. Vous êtes également à l'initiative de plusieurs actions visant à lutter contre les inégalités dans ces disciplines. Et avec moi également Laurent Magdician. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent, vous êtes également professeur, directeur délégué aux relations école-entreprise de l'Union des professeurs de sciences et techniques industrielles. Bienvenue à tous les deux et merci d'avoir répondu présent. Pour commencer, j'aimerais poser la même question à chacun d'entre vous. Les sciences, et en particulier les mathématiques et l'informatique, restent perçues comme des disciplines masculines. Quelles sont les racines historiques et sociétales de ce stéréotype? Mohamed, pour commencer. Waouh, c'est the question ça. Alors en fait, il y en a plusieurs. Hein. C'est l'un que j'aime beaucoup citer. Je pense qu'il peut expliquer pas mal de choses également. C'est l'effet Mathilda. L'effet Mathilda, c'est le fait d'invisibiliser, on va dire volontairement, les femmes dans les sciences. Et c'est spécifique aux sciences. Hein. Vraiment, l'effet Mathilda, c'est nommé pour les sciences. Et c'est-à-dire que quand des femmes ont contribué en sciences, on les a volontairement invisibilisés et on a volé leurs travaux. Par exemple, l'exemple français le plus connu, hein, c'est Marthe Gauthier qui avait découvert en fait la trisomie 21 et elle s'est fait voler ses travaux par Jérôme Lejeune, hein, qui était stagiaire à ce moment-là au CNRS et qui avait pris un prix à sa place de mémoire. Et donc il y a plein de choses comme ça et il y a aussi le manque de représentativité du coup des femmes en sciences qui font qu'on n'identifie pas automatiquement les femmes en sciences et donc les filles ne se projettent pas parce qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle de rôle modèle en fait au niveau des filles et femmes en sciences. Mais il n'y a pas que ça, hein. Ça c'est l'un des facteurs, mais il y en a vraiment beaucoup en fait. C'est vraiment multifactoriel comme situation et c'est pas que à l'école que ça joue, c'est sociétal en fait comme problématique. Et donc voilà, si je devais répondre, on va dire assez rapidement à la question, c'est principalement ça, quoi. Et vous, Laurent, quel est votre avis à cet effet? Alors franchement, je ne peux pas répondre mieux que mon collègue, mais moi j'ai juste un grand désespoir, hein, parce que je ne peux que dresser le constat que les filles s'orientent peu. Personnellement, j'ai pas d'explication, je suis pas du tout spécialiste du sujet. Moi, tout ce que je fais, c'est d'aller intervenir avec mes petits bras et les bras de mes camarades dans les écoles pour donner le goût des sciences. La raison du pourquoi, du comment, très franchement, j'ai pas vraiment j'ai pas d'avis tranché sur la question parce que je pense qu'effectivement c'est très très compliqué. Mohamed, vous dites qu'il faut arrêter de parler d'autocensure pour justifier le manque de filles dans les filières scientifiques, mais de censure sociale. Qu'entendez-vous par là? En fait, quand on parle d'autocensure, en fait, ça renvoie la responsabilité aux filles et aux femmes. C'est oh les pauvres, elles se censurent ou oh c'est de leur faute, quoi. Parce qu'en fait, ça renvoie la responsabilité aux filles et aux femmes. Elles se sont auto-censurées, donc c'est de leur faute en fait. Et c'est pas vraiment ça le souci, c'est que c'est vraiment plutôt quelque chose de sociétal et de social. Effectivement, c'est pour ça qu'on parle de censure sociale ou de censure sociétale intériorisée, parce que on fait croire, en tout cas aux filles ou aux femmes, qu'elles n'ont pas leur place en sciences. Quand je dis on fait croire,
croire, hein, c'est systémique, hein, voilà, c'est à ce niveau-là. Et on parle, pour rejoindre un petit peu, je pense que mon collègue confirmera, mais en plus, moi, ce qui aussi m'attriste, hein, j'ai un peu ce constat-là de tristesse, on va dire, c'est que ce sont des filles qui sont brillantes en plus en sciences. Elles sont assez fortes et elles se prédestinent pas, ou en tout cas c'est pas du tout. Et en plus, elles sont parfois plus fortes que certains garçons. Mais on va pas commencer à opposer, c'est pas ça l'objectif. Mais des garçons qui ont parfois des moins bonnes notes ne se posent pas de questions en fait. Donc il y a vraiment ce côté-là du manque de confiance qu'elles ont, mais qu'elles subissent en fait. Hein. C'est un manque de confiance subi. Et donc c'est pour ça que j'aime pas le terme autocensure, parce que ça renvoie au fait que c'est de leur faute. Pareil, quand on dit il faut que les filles elles osent y aller, le terme oser en fait il est aussi problématique, parce que ça voudrait dire que c'est vraiment que entre leurs mains, et je pense que il faut vraiment faire en sorte que d'un point de vue encore une fois systémique, on leur dise qu'elles ont toute leur place, et qu'on fasse en sorte que justement ce soit bien le cas, et que ça se passe bien quand elles sont là justement dans les filières scientifiques. Et Laurent, pourquoi, selon vous, sans parler de la genèse, est-ce qu'on observe, là en ce moment, une baisse du nombre de filles dans les filières scientifiques, alors que visiblement, des efforts sont déployés pour les y attirer ? Là, aujourd'hui, le constat qu'on fait, il est brut, hein, c'est-à-dire qu'on a vu la réforme du bac arriver. Alors moi, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire du secondaire, un petit peu, et du supérieur. Nous, ce qu'on a constaté dès le lycée, c'est que avec la réforme du bac, le nombre de filles qui s'orientent vers les filières scientifiques, il a été divisé par 2,7. Voilà. Donc, globalement, il y a eu un désintérêt pour les sciences, puisque le nombre d'élèves qui choisissent les doublettes scientifiques en terminale, il a été divisé en moyenne par 2. Mais il a été divisé en moyenne par 2, mais il a été divisé par 2,7 côté filles et 1,6 côté garçons. Donc c'est clair et net que les filles se sont beaucoup plus désintéressées que les garçons des sciences. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le constat qu'on dresse. Et donc, mais si vous voulez, ça fait partie de quelque chose de plus général, puisque le nombre de scientifiques, c'est-à-dire ceux qui on appelait les bacs S avant, il a été quand même divisé par 2. D'accord ? Donc il y a quand même une tendance de fond qui est un désintérêt des sciences. Et vous, Mohamed, vous partagez le même constat que Laurent ? Oui, en plus moi je suis au lycée, donc je le vois encore plus, c'est visible, c'est violent effectivement, et d'intervenir dans beaucoup d'établissements, et pas que dans le mien, dans beaucoup d'établissements, je dirais en France, avec des interventions diverses sur les inégalités de genre. Effectivement, le nombre de filles a drastiquement baissé, et en fait, si on regarde statistiquement, pour faire très rapide, en 4 ans de réforme, on a reculé à peu près de 60 ans en arrière en termes d'effectifs de filles en terminale, en termes de pourcentage. Donc c'est un vrai recul en arrière. Et il y avait même Mélanie Guéné, qui est la vice-présidente de la Société mathématique de France, qui avait fait un très bon calcul. Ça corrobore ce que dit mon collègue, et c'est que si on peut s'amuser à faire un taux de filles et de garçons qui font ce qu'on appelle un bac sciences, c'est-à-dire avec une certaine quantité de maths, pour pouvoir comparer avec des bacs S, des bacs C, tout ça. Et ben en fait, aujourd'hui, un garçon a 2,3 fois plus de chances de faire un bac sciences qu'une fille. Et en fait, si on regarde sur toute la Ve République, c'est la plus grande inégalité, en fait, sur toute la Ve République. Donc, et effectivement, il y a aussi cette autre problématique où, filles comme garçons, il y a eu un décrochage au niveau des sciences, il y a eu un désintérêt, mais chez les filles, c'est beaucoup plus visible, en fait. Et on a effectivement, du coup, ce problème-là. Avec la réforme, elle a aggravé les inégalités de genre, en fait. Il y en avait déjà, parce que je vais faire aussi un petit parallèle par rapport au terminal S d'avant. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que juste avant la réforme, en 2018, il y avait 48% de filles en terminale S. Donc on était à la parité en fait, c'était plutôt bien. Mais il ne faut pas être dupe non plus. On savait aussi à ce moment-là que après dans le supérieur, les filles n'allaient pas massivement, je sais pas, en licence d'informatique ou en licence de mathématiques, elles allaient massivement dans des domaines médicaux, du soin, ce qu'on appelle les métiers du care, pour prendre un anglicisme, parce que justement il y a ce stéréotype que les filles elles sont faites pour faire le soin, pour le soin du vivant, tout ça. Et donc il y avait, mais au moins on les avait pendant 2 ans en terminale. Et ça c'était quand même intéressant, parce qu'on pouvait
encore leur dire que si elles veulent faire des mathématiques et de l'informatique ou de l'ingénierie ou autre chose, entre guillemets, que des métiers du care dans lesquels elles ont un stéréotype où elles pensent que c'est que pour ça qu'elles sont faites, entre guillemets, on avait 2 ans pour au moins travailler cette question-là. Là, on les a plus du tout, en fait, parce qu'elles abandonnent avant. Et pour les récupérer, c'est difficile. Et puis surtout, ça crée un autre problème, moi je trouve, c'est que notamment quand on prend ces spécialités-là comme les mathématiques ou autres, ça ouvre quand même des portes pour des classes prépa ou des grandes écoles, on pourrait penser des écoles d'ingénieurs ou autres. Il y a par exemple l'école polytechnique qui s'inquiétait justement, là il y a eu une baisse de femmes à Polytechnique. En fait c'est problématique parce que ça ferme des portes à des métiers qui sont rémunérateurs aussi, en fait. Donc il y a aussi ce souci-là d'avoir moins de femmes en fait en sciences parce que ça leur ferme des portes à des métiers qui leur permettent de gagner de l'argent. Et au passage, les femmes ont le droit de gagner de l'argent aussi. Hein. Donc c'est aussi un message important à envoyer, quoi. Pour parler plus concrètement de vos actions à chacun en termes de sensibilisation, d'intervention éducative, Laurent, avec l'UPSTI, vous portez le programme A Step in STEM qui intervient dès l'école primaire, STEM pour sciences, technologies, engineering et mathématiques. Ce programme est le fruit de quel constat ? Alors, il y a plusieurs constats. Le premier constat, c'est que les études, elles montrent que les filles, le stéréotype dans lequel on s'installe tous, il démarre très très tôt, en fait il démarre dès la primaire. Certaines études montrent même que ça se passerait au CP. Ça c'est le premier constat. Le deuxième constat aussi, c'est ce désintérêt pour les sciences qu'on voit aussi. C'est pas juste la réforme du bac, finalement, n'est que le révélateur de quelque chose qui se passait. Le fait qu'on ait une division par 2 du nombre de personnes qui s'orientent vers des bacs typés S, c'est aussi que ça dit quelque chose. Et donc, donc moi je suis professeur de sciences de l'ingénieur, donc c'est une science appliquée, on ne peut plus appliquée, qui en aval des mathématiques, en aval de la physique. Donc on a besoin des concepts mathématiques, on a besoin des concepts physiques pour étudier des systèmes, tout simplement des voitures, des avions, des bateaux, des éoliennes. Voilà, il faut des maths, il faut de la physique. Et donc nous, comme on a ce besoin-là dans l'industrie, d'avoir beaucoup de gens qui viennent alimenter l'industrie pour la transition énergétique, on s'est dit finalement tout se passe au primaire. Et donc avec l'association, avec l'UPSTI, on a décidé qu'on allait amener la science et la technologie en primaire auprès des institutrices pour les accompagner à faire des choses ludiques avec leurs élèves. Donc typiquement, on va venir avec des petits robots qu'on va programmer avec des élèves et on va en profiter pour faire des maths et de la physique. Et donc, nous, quand on y va avec les collègues, c'est un moment où vraiment on se ressource parce que c'est un tel plaisir, ils ont une telle énergie d'apprendre en fait, que dès qu'on leur met dans la main des objets qui vont servir de prétexte finalement pour leur faire des divisions, des multiplications, des mesures physiques, etc., en fait, on se régale. Voilà. Donc nous, le constat, il est double. C'est premièrement désintérêt des sciences. Et donc, il faut aller faire des sciences sous l'angle un peu marrant, même s'il ne faut pas faire que des trucs marrants. J'ai un moment, la science, il faut aussi apprendre des choses par cœur, parce que sinon, on n'y arrive pas. Et puis, le constat, c'était aussi que les filles se désintéressent très tôt des sciences, et donc il faut aller chercher très tôt, leur donner le goût très tôt. Et lors de ces interventions, typiquement, vous sentez une dynamique différente entre les filles et les garçons, leur façon d'interagir avec l'objet technologique, par exemple ? Alors pas du tout. Donc moi après j'ai pas une grosse expérience. Ça fait 3 ou 4 années que j'interviens dans les classes de primaire, souvent en CE2, CM1, CM2. Donc c'est déjà un peu plus tard. C'est pas CP, CE1. En fait nous on constate que les filles s'éclatent autant que les garçons. Voilà. Alors évidemment il y a des garçons comme des filles que ça n'intéresse pas. Mais les filles, on trouve qu'elles réagissent très très bien à ce type de sollicitations qui sont vraiment ludiques.
Mohamed, Laurent le disait, les stéréotypes apparaissent très tôt et donc peut-être des résistances ou un désintérêt de la part des filles. Et pourtant, lors de ces ateliers, elles interagissent avec l'objet technologique, ce qui est proposé de la même façon que les garçons. Alors pourquoi et comment est-ce qu'on explique que ça commence si jeune ? En fait, c'est malheureusement encore une fois, c'est une construction sociale. Ça reste c'est un truc qui est très bien expliqué par Isabelle, Isabelle Régnier et Pascal Huguet, qui ont fait vraiment des études hyper intéressantes sur les inégalités de genre, notamment en mathématiques, comme quand on amène par exemple un exercice en mathématiques et en dessin, le même exercice, quand on dit que c'est des mathématiques et du dessin, les garçons et les filles ne réagissent pas de la même manière. Mais c'est parce que, en fait, ça va être compliqué de faire vraiment un truc de psychologie très poussé, c'est pas du tout mon travail, mais les études qui sont là-dessus montrent qu'en fait, notre cerveau, il est stéréotypé, et en fait, c'est dur de lutter contre ça, et en fait, on a associé des métiers ou des domaines à un genre ou à quelque chose. Par exemple, si on demande à une personne de penser à quelqu'un qui fait de l'informatique, tout le monde l'a, hein, c'est un geek à lunettes, comme ça, derrière son écran, clavier, d'ailleurs, au passage, on a potentiellement pensé à une personne blanche. On n'a pas pensé, par exemple, à une personne noire ou à une personne en situation de handicap, par exemple, ou à une femme, tout simplement. Parce que le cerveau associe très vite. Ou si je demande à quelqu'un de penser à quelqu'un à un bûcheron ou à quelqu'un qui fait du bûcheronnage, bah, c'est quelqu'un qui a une chemise à carreaux, quoi. Donc, le cerveau, il a associé comme ça des choses. Donc, c'est dur de lutter contre ses propres stéréotypes. Et quand on fait comprendre, par exemple, à des enfants, parce que c'est très tôt en fait, hein, quand on fait comprendre à des enfants que certains métiers sont pour certaines personnes, un exemple, si on reste dans le domaine des enfants, encore une fois, c'est dans plein de domaines différents que ça se joue, mais on reste dans le domaine des enfants. Si vous prenez les jouets scientifiques pour enfants, par exemple, mon premier télescope, mon premier microscope, tout ça, la très grande majorité du temps, sur les jouets scientifiques pour enfants, c'est des garçons, en fait, sur les boîtes de jeux. Si ça vous convainc pas, si je vous demande ma première tête à coiffer, c'est très souvent des filles en fait sur les boîtes de tête à coiffer. Donc comme ça en fait on distille. En fait c'est vraiment de manière très pernicieuse et dès le plus jeune âge, on instille comme ça des stéréotypes de genre et après c'est dur à déconstruire tout ça en fait. Par le déconstruction on pourrait penser plutôt de prise de conscience, mais c'est dur de se dire finalement peut-être que les sciences c'est fait pour moi. L'exemple que je donne souvent me concernant, je dis, moi, si par exemple, je voulais faire de la coiffure, bon, c'est ironique avec la coupe de cheveux que j'ai, mais si je voulais faire de la coiffure et que je dis, toute mon enfance, on me dit que soit c'est un truc de fille ou, comme j'ai pu l'entendre parfois dans l'intervention, c'est quelque chose pour les homosexuels, je suis pas sûr que j'aurais tenu très longtemps si on me dit toutes les semaines, c'est un truc pour les filles, c'est un truc pour les filles ce que tu es en train de faire. Et c'est pour ça que c'est dur, en fait, de lutter contre quelque chose qui est, encore une fois, systémique, sociétal ou autre. Et donc c'est pas facile en fait, c'est vraiment c'est reprendre, et c'est pour ça que le travail de mon collègue je trouve super, parce que c'est travailler ensemble avec filles et garçons et dire que en fait ce qu'on est en train de faire, il n'y a pas de genre en fait, on peut le faire ensemble, et il n'y a pas un truc pour les filles, un truc pour les garçons. Et effectivement c'est un travail qu'il faut faire dès le plus jeune âge. Alors moi j'interviens pas sur ce truc là, mais c'est essentiel en fait de le faire, et complémentaire, c'est vraiment important. Oui, et vous d'ailleurs, Mohamed, rapidement, vous êtes à l'initiative d'un stage de mathématiques et d'informatique qui s'appelle Les Fourmis. Ouais. En quoi ça consiste ? Alors, ce stage, je précise en fait que c'est pas. Enfin, du coup, on va rendre à César ce qui est à César. Hein. C'est le premier stage de la sorte, en fait, il s'appelle les Cigales à Marseille. Ça doit faire maintenant 6-7 ans que ça existe à Marseille. C'est le premier stage de la sorte qui existe. Et donc c'est un stage de mathématiques et d'informatique en non-mixité, donc c'est que des filles, pour des élèves de première. Donc moi je suis très loin de ce que fait mon collègue, c'est pas du tout dans le premier degré, c'est vraiment à la toute fin justement, pratiquement. Et c'est justement pour ça en fait qu'on le fait, ce stage. En fait on a ciblé le niveau première parce que l'argument c'est de dire on a déjà les filles qui ont fait le plus dur du travail, et on cible des... Alors, en tout cas pour mon stage, c'est pas le cas de tous les autres, hein, parce qu'il n'y a pas que les cigales et les fourmis. Alors je sais que ça va vous faire rire, mais il y a aussi les mouettes savantes en Bretagne, il y a les marmottes en Suisse, il y a les cigognes en Lorraine, enfin c'est tout un zoo là qui avec des noms de stage. Et donc, moi en tout cas, le mien cible les élèves issus de milieux défavorisés. J'aime pas trop le terme, mais on comprend un petit peu, parce que c'est une problématique intersectionnelle, on va dire.
Et donc l'idée, c'est, voilà, pendant une semaine, elles sont nourries, logées, et elles font des mathématiques et de l'informatique. Et on cible ce niveau de première parce que c'est des élèves qui sont brillantes, mais pour une bonne majorité d'entre elles, elles hésitent à abandonner les mathématiques. Et en fait, on se dit, mais c'est complètement dommage, elles ont fait le plus dur. Oui, parce que pour resituer un petit peu, la réforme du lycée, hein, celle qui a aggravé les inégalités, elle a un processus qui est un peu embêtant, c'est qu'en première, on choisit 3 matières et on doit en abandonner une en terminale. Et ce qui se passe, c'est qu'on remarque en fait que une fille sur 2 abandonne les mathématiques, tandis que les garçons, c'est 1 sur 4. Donc c'est pas la même dynamique aussi qui se joue là. C'est pour ça qu'on a vraiment pas beaucoup de filles en fait en terminale parce qu'elles préfèrent abandonner en fait la spécialité maths en terminale. Et donc nous, notre objectif, c'est de prendre ces élèves-là qui sont, alors on n'en prend qu'une vingtaine. Hein, c'est pas non plus, c'est un pansement sur une fracture ouverte, hein, ce qu'on fait. Mais on en sauve quand même, entre guillemets, quelques-unes. Et on cible aussi la NSI, parce qu'on n'en parle pas là dans ce cadre-là, mais en fait la NSI c'est encore plus difficile, hein, il y a encore moins de filles en NSI, en informatique. Et donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de les prendre pendant une semaine, elles sont nourries, logées, elles font des problèmes ouverts le matin, encadrées par des enseignants chercheurs, chercheuses, et l'après-midi elles font des activités sportives culturelles, elles vont par exemple à l'opéra, elles font de l'escalade, tout ça. Et à la fin, elles repartent avec 2 marraines, une marraine étudiante et une marraine professionnelle qui vont les suivre en fait durant leur scolarité et les booster en fait et leur redonner confiance pour la suite. Voilà. Laurent, pour parler de l'école, quel est le rôle des enseignants dans la perception des filles vis-à-vis des matières scientifiques ? Alors, excusez-moi, j'ai pas bien compris la question. Je vous demandais quel est le rôle des enseignants dans la perception des filles vis-à-vis des matières scientifiques. C'est qu'aujourd'hui, les institutrices, nous, qu'on rencontre, d'ailleurs, c'est très souvent des institutrices. Hein, pour le moment, moi, j'ai jamais rencontré d'instituteurs, en tout cas dans ces interventions-là. La remarque qu'on a pour l'immense majorité, c'est « Ah, heureusement que vous êtes venus, c'est pas ma spécialité ». Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, les institutrices avec qui on travaille, en fait, elles font appel à nous tout simplement parce que elles n'ont pas d'appétence pour manipuler des objets techniques. Elles n'ont pas spécialement d'appétence pour manipuler des objets mathématiques ou physiques. Et donc finalement, si vous voulez, malgré elles, elles vont forcément distiller quelque chose qui ne va pas vers les sciences. Alors, est-ce que le fait que ce soit des institutrices et pas des instituteurs fait que les filles s'identifient plus à des gens qui n'ont pas d'appétence vers les sciences? Est-ce que ça accentue? J'en sais rien. C'est une hypothèse. Mais en tout cas, c'est clair et net que nous, à chaque fois qu'on y va, on leur dit « Mais notre objectif, c'est de vous autonomiser, vous, en tant qu'institutrice, pour que vous n'ayez plus besoin de nous. » C'est-à-dire qu'on vient en fait avec des documents et des maquettes clés en main, des fiches pédagogiques clés en main qu'elles peuvent réutiliser. Et donc nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'elles s'impliquent à nos côtés. Et à terme, avec notre association, ce qu'on souhaite faire par-dessus tout, et on essaie de travailler avec les différents rectorats sur ce sujet-là, c'est que nous, on aimerait bien former directement les institutrices et instituteurs qui souhaitent développer ce type de compétences. Parce qu'on sait très bien que, comme pour mon collègue, on est avec un petit sparadrap sur une plaie ouverte, et qu'en réalité, si on veut massifier ce genre d'activité, en fait, il faut que ça vienne directement des enseignants, et donc il faut les former, il n'y a pas d'autre choix. Nous, on le fait avec plaisir, et tous les ans, je prends beaucoup de plaisir à le faire, mais je sais très bien que l'effet est complètement négligeable sur la masse. Et Laurent, pour aller plus loin dans le cursus d'un élève, Mohamed parlait tout à l'heure du stéréotype de l'ingénieur informaticien derrière son ordi. Est-ce qu'il faut changer l'image des filières comme l'informatique ou la mécanique pour les rendre plus attractives aux jeunes filles ? Certainement, certainement, il faut le faire. Après, si on avait la recette miracle, on le saurait. Je sais que mes collègues de l'École normale supérieure de Paris-Saclay organisent de magnifiques expositions qui s'appellent « Plus belle la mécanique ». Donc, ils travaillent avec des designers pour justement apporter une image plus sympa de la mécanique, parce que c'est vrai que quand on pense mécanique, il y a des stéréotypes. On s'imagine un garagiste avec du cambouis partout sur lui. Alors c'est vrai que la mécanique peut ressembler à ça, mais évidemment elle ne ressemble pas
exclusivement à ça. Et donc, dans ces activités de plus belle la mécanique de mes camarades de l'ENS, eh bien, il y a cette volonté de changer l'image. Et je pense qu'effectivement, il faut le faire. Et Laurent, vous pensez qu'il y a des pays dont on devrait s'inspirer sur ces sujets-là ? Alors, j'avoue que là, j'atteins mes limites, donc je ne vais pas répondre. Je ne sais pas s'il y a des pays où la mécanique ou l'informatique touche plus les filles que les garçons. Là, pour le coup, je ne sais pas si c'est un fait français ou si c'est un fait plus mondial. J'en sais rien. Certainement que Mohamed peut nous en dire plus sur le sujet. Vous savez ou pas s'il y a des pays exemplaires à ce sujet, les filles et la science ? Alors exemplaire, c'est un grand mot en fait. C'est compliqué. En fait, il y a un truc qui est très étrange qu'on remarque, c'est que plus un pays est inégalitaire, en fait, on se rend compte qu'il y a plus parfois de filles et de femmes en sciences. C'est un peu étrange. Hein. Par exemple, je parle inégalitaire en termes de droits des femmes notamment, ou en tout cas moins avancés que nous, entre guillemets. Il y a par exemple certains pays du Moyen-Orient ou même en Inde notamment, par exemple, où il y a par exemple, on est à la parité en termes de femmes en informatique. Et alors, il faut savoir qu'il y a des pays, c'est pas toujours pour les bonnes raisons. En fait, ça aussi, il faut faire attention à ces chiffres-là. Il y a par exemple quand même des pays où on dit aux femmes, bah oui, allez faire de l'informatique parce que c'est un métier que vous pouvez faire à la maison. Donc en fait, c'est une espèce d'émancipation à domicile, en fait. Voilà, donc et c'est parfois des pays où il n'y a pas de système, par exemple, d'EHPAD comme chez nous. Donc en fait, il faut garder les anciens et les anciennes à la maison. Donc si en plus une femme peut rester chez elle et s'occuper en même temps des anciens, des anciennes, ou même des enfants et travailler, bah en fait, voilà. Mais il y a quand même un truc très intéressant parce que ça prouve, alors encore une fois, c'est pas le bon argument, je tiens à le préciser, hein, mais ça prouve que c'est possible parce qu'il y a eu aussi des politiques publiques qui ont été faites pour encourager les femmes à aller dans ces filières. Il y a même parfois des pays où il y a des universités uniquement ouvertes aux femmes. Alors je crois que c'est le Bahreïn, mais je suis pas sûr. Il me semble qu'ils ont ouvert une université que pour des femmes en informatique. Pareil, hein, moi je suis pas non plus, parce que j'ai parlé de non-mixité tout à l'heure, je suis pas du tout pour revenir à des écoles filles-garçons. Hein. C'est pas du tout mon truc. Hein. C'est pas ça. Moi, je pense qu'il faut des moments en non-mixité. C'est important. Moi, je pense vraiment, ça doit être juste local et temporaire. Mais effectivement, il y a des pays sur lesquels on pourrait s'inspirer en se disant, tiens, c'est quand même étrange que ces pays-là, ils ont beaucoup de filles et de femmes en mathématiques, en informatique. Comment ça a été fait ? Il y a des choses qu'il ne faut pas refaire. Encore une fois, l'histoire de l'émancipation à domicile, moi, je pense que ce n'est pas du tout un argument, il ne faut pas le prendre. Mais je pense que si on y met vraiment les moyens, c'est possible à faire. Et comme disait effectivement mon collègue, c'est moi ce que je trouve intéressant, c'est si c'est pas pris en charge, enfin je pense aussi en compte par les institutions en elles-mêmes, bah en fait c'est pas qu'on n'est pas légitime pour le faire, c'est juste qu'on n'est pas vraiment soutenu en fait parce que c'est quelque chose d'un peu trop parsemé. Et tandis que là, si l'institution, je pense notamment à l'éducation nationale ou autre, l'enseignement supérieur dit bah non mais là il faut vraiment le faire, c'est important parce que ça touche quand même. Une personne sur deux en fait, hein. Il y a quasiment une femme sur deux ou une fille sur deux dans ce pays. C'est une inégalité qui touche une personne sur deux. Donc ça doit vraiment aussi venir d'une politique publique et d'avoir un courage politique de prendre en main ce problème, quoi. Merci beaucoup Mohamed Nassiri, agrégé de mathématiques, professeur de mathématiques. Et merci à vous Laurent Magdisyan, directeur délégué aux relations école-entreprise de l'Union des professeurs de sciences et techniques industrielles. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission.